Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous allons parler d'hypnose dans la clé du mystère grâce à Jean-Charles Chabot qui nous attend gentiment au téléphone. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jean-Charles Chabot, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère. Bonjour. Alors nous allons parler d'hypnose. Qu'est-ce qui vous a mené justement sur le chemin de l'hypnose? Quel a été votre parcours? Mon parcours en hypnose, c'est un petit peu spécial parce qu'en fait, moi, depuis que je suis jeune, donc je dirais depuis environ 16 ans, je lisais beaucoup sur le développement personnel, la psychologie et tout ça. Et ça fait en sorte qu'éventuellement, j'ai fait une maîtrise en éducation parce que moi, ma passion, c'était je voulais changer le monde à quelque part, aider à faire évoluer. Et c'est comme si à quelque part, tout le monde passe à travers au moins 3 systèmes de socialisation, que ce soit les médias, tout le monde passe par ça, les parents, tout le monde a des parents, quelqu'un qui les élève, et l'éducation. Fait que je me suis dit, je vais changer l'éducation. J'ai fait ma maîtrise là-dedans. Moi, je voulais enseigner aux enseignants du développement personnel parce qu'on a tous eu des enseignants qui étaient moins efficaces que d'autres. Hein? Et donc, moi, j'ai fait ma thèse, en fait, sur le changement intrapersonnel. Qu'est-ce qui crée le changement? Parce que moi, c'est ça qui me passionne un petit peu, qu'est-ce qui fait que certaines personnes évoluent, d'autres non? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus âgées et qui sont sages, d'autres le sont moins? Et dans la revue de littérature, il y avait de l'hypnose, comme une modalité intéressante de changement. Donc ça avait semé des graines. Puis auparavant, j'ai quand même voyagé pas mal dans ma vie. Et j'étais allé en Nouvelle-Zélande, puis j'avais vu un show d'hypnose dans la rue. Donc moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, fait que là, j'avais lu là-dessus, j'avais vu de l'hypnose. Et là, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire une formation justement en hypnose. J'étais en Chine à ce moment-là. Et je faisais de la formation en entreprise. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire une formation en hypnose pour intégrer ça dans mes façons de faire de la formation. Parce que, je veux dire, j'étais dans une compagnie qui était très ouverte. Et donc, je m'en vais en Californie. Je choisis une très bonne école d'hypnose. Je m'en vais étudier avec eux autres là-bas. Et c'est là, si on veut faire un petit peu un pont avec la dimension spirituelle, c'est là que j'ai découvert qu'en faisant cette formation d'hypnothérapie normale, si on veut, conventionnelle, que le professeur qui s'appelait Carl Banyan, qui s'appelle toujours Carl Banyan, et qui en fait, lui, il a été comme une sorte d'hypnologue généraliste, si on veut, qui parlait pas d'hypnose spirituelle, mais que quand je suis allé, en fait, il commençait à sortir un petit peu de ce que lui appelle son placard spirituel, de dire en fait que depuis le début qu'il faisait de l'hypnose spirituelle, des trucs reliés avec l'âme, que ce soit relié avec les vies antérieures ou l'entrevie, et qu'en fait, c'était quelque chose qui était beaucoup plus populaire ou connu, si on peut dire, parmi les hypnothérapeutes, mais qu'au niveau social, ça l'était moins parce que, surtout dans les contextes religieux, il y a beaucoup de jugements, puis ils disent même dans les formations, en fait, ils disent, si vous faites l'hypnose spirituelle de régression ou des trucs comme ça, et vous faites aussi des trucs conventionnels, arrêter de fumer, perdre du poids et tout ça, ils disent, parlez-en pas, vous allez perdre des clients. Et ça, je peux comprendre dans un contexte très religieux, mais... Ouais, c'est bien dommage, quand même. C'est bien dommage. Oui. Oui, c'est dommage. Mais à quelque part, je pense qu'on est rendu... ça fait quand même un petit bout de temps de ça, que je pense que la société a été évoluée beaucoup, et il y a beaucoup plus d'intérêt par rapport à ça aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que lui, il est très ouvert à parler de la dimension spirituelle. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'hypnothérapeutes ou de personnes dans ce domaine-là qui commencent à s'ouvrir à ça. Alors donc, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Est-ce que tout le monde est hypnotisable déjà? Écoutez, ça c'est 2 questions. Oui. et la première question, si vous voulez semer le trouble dans un forum d'hypnose, allez poser la question, c'est quoi l'hypnose? Parce que c'est un petit peu comme, je sais pas si vous avez déjà entendu, au niveau du bouddhisme, il y a des temples, puis au-dessus de chaque temple, c'est marqué, par exemple, 1000 mois, 1000 religions. OK? En hypnose, c'est pas tout le monde qui sont d'accord sur c'est quoi l'hypnose,
est-ce que c'est un état, est-ce que c'est pas un état, est-ce que c'est une technique, c'est quoi exactement? Donc, à savoir c'est quoi, ben tout le monde se le définit un petit peu à sa façon. Hein? Et moi, de la façon que je le présente, en fait, l'hypnose, c'est pas tant un état, même si on peut dire un état hypnotique, mais une technique qui peut stimuler un état amplifié de conscience et qui aura en fait plusieurs états modifiés de conscience ou amplifiés de conscience. Il n'y a pas l'état avec un grand E sur l'état d'hypnose. Et ces différents états modifiés de conscience-là vont permettre certains phénomènes ou certains processus. Et donc, c'est ça. Donc, moi, de façon générale, on pourrait dire que c'est un état amplifié de conscience qui a une communication avec l'inconscient ou la partie autre que consciente de l'individu et qui peut permettre, selon l'intention, d'effectuer des changements ou d'accéder à des mémoires ou de développer des capacités. En fait, il y a beaucoup de choses par rapport à l'hypnose que les gens ne savent pas. Parce que de façon générale, on a l'hypnose thérapeutique. Bon, ça peut être ce qui est le plus connu souvent, c'est les peurs extrêmes, les mauvaises habitudes, les addictions, les trucs comme ça. Ça peut être du divertissement. Ça peut être ça au niveau médical, ça peut être au développemental. Donc, c'est ça, il y a plein d'applications. Et pour relier avec votre deuxième question, à savoir si tout le monde est hypnotisable, ben, à quelque part, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont des prédispositions, mais c'est quelque chose qui se développe. OK? Donc, c'est pas genre un état X que genre telle personne est hypnotisable, l'autre ne l'est pas. Il y en a qui ont des prédispositions. Il y a des hypnotiseurs ou des hypnologues qui disent, ils appellent ça des talents. Moi, je préfère vraiment utiliser le terme prédisposition parce que c'est quelque chose qui, avec la pratique, se développe. Donc, la réponse, c'est oui, mais il y en a qui vont avoir besoin de plus de pratique que d'autres. Alors, quand on est en état hypnotique, on a accès à quoi? On est branché sur quoi? Parce que nous faisons ici régulièrement des émissions sur les champs informationnels. Est-ce que là, on est dans le subconscient finalement? Est-ce qu'on ne va pas justement capter des informations dans ces fameux champs informationnels? Exactement. Et c'est ça qu'on est en train de voir un petit peu qu'avec l'hypnose, on ne peut pas seulement communiquer avec l'inconscient de l'individu, mais avec quelque chose de plus grand, de plus large. C'est comme si l'hypnose permet de développer un état de réceptivité, on pourrait même dire un taux vibratoire d'une certaine façon, qui va accéder à des informations, non pas seulement, comme j'ai mentionné, à l'inconscient, non pas même seulement au moi supérieur, à la dimension la plus sage de l'individu, mais aussi que ce soit des guides, des aides de lumière, des informations d'autres consciences et aussi des informations dans le champ quantique, peu importe comment qu'on l'appelle, qui permet justement d'accéder à ces informations-là, de les faire émerger à la conscience pour pouvoir les utiliser d'une certaine façon. Alors nous avions fait une émission ici avec Mario Beauregard qui nous parlait de conscience. Oui, on l'a reçu. On travaille beaucoup avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier également. Ok, super. Oui, et on avait fait une émission sur la conscience délocalisée. Alors vous êtes tombé dans la bonne maison, il n'y a pas de problème. Oui, écoute, on est super. Mario, c'est une perle, vraiment. Ceux qui ne le connaissent pas, là, je vous invite vraiment à aller lire ses écrits. Autant il est très compétent, très connaissant, mais il y a vraiment une honnêteté intellectuelle et des connaissances vraiment, c'est vraiment super. Alors vous êtes d'accord avec cette théorie qui me semble-t-il est plus qu'une théorie aujourd'hui? Bien sûr. Alors, ça nous amène aux vies antérieures. Comment peut-on retrouver ces vies passées en état d'hypnose? Écoutez, ce qui est intéressant de savoir à ce sujet-là, en fait, c'est la façon que ça a été découvert. Parce que les hypnothérapeutes, souvent, ce qui s'est passé, puis les hypnothérapeutes dans ce domaine-là qui sont les plus connus aujourd'hui, si on prend Brian Weiss, Michael Newton, c'était au départ des personnes qui ne croyaient pas à ça, qui ne croyaient pas aux vies antérieures, qui ne croyaient pas que l'hypnose faisait ça, mais ils pratiquaient ça. Et Michael Newton, en particulier, lui, il utilisait en fait la régression. Quand on travaille avec l'hypnose, ceux qui ne savent pas, il y a vraiment diverses techniques qu'on peut utiliser et la régression, qui signifie retourner à la source ou à l'origine d'une problématique, c'est une technique qu'on peut utiliser, qui est dans le passé. Et donc, si quelqu'un, admettons que vous venez me voir puis vous dites, Jean-Charles, moi j'ai une peur de l'eau. J'ai peur de l'eau. J'ai peur. Bon, quand j'irai dans votre coin, il faut venir me voir. Ça va me faire plaisir. Donc c'est ça. Donc, admettons, vous avez peur de l'eau, on se rend compte,
encore là, il y a différentes façons d'aborder cette problématique-là, hein. Mais une façon, ça serait d'utiliser la régression. Et ce que Dr. Newton a découvert, puisque beaucoup d'autres que j'ai rencontrés aussi ont découvert, c'est que quand on demande à l'inconscient ou l'inconscient supérieur de retourner à la source ou à l'origine d'une émotion ou d'une problématique, 95-98% du temps, les gens retournent à un moment quand ils étaient jeunes. Et ça, même s'ils en avaient conscience ou non. Alors, moi, je veux dire, j'ai eu des expériences avec certaines personnes qui accédaient à de l'information alors qu'ils étaient très jeunes et qu'ils s'en souvenaient pas. Il fallait qu'ils confirment avec leurs parents par la suite. Et bref, donc ça se passe. Mais ce qui est encore le plus fascinant, c'est que il va y avoir un 2 à 5% du temps que les gens vont retourner dans une incarnation passée, comme si l'origine, la source, en fait, se trouve dans une incarnation passée. Et ça, donc la personne qui a peur de l'eau peut dire « je suis en train de me noyer, je suis en 1628, peut-être même un autre sexe, et blablabla », ils vont donner des informations. Et ce qui est vraiment intéressant, et honnêtement, moi, ce qui a attiré mon attention particulièrement par rapport à ça, c'est que c'est un phénomène, en fait, qui se passe, peu importe si l'hypnothérapeute croit aux vies antérieures, et peu importe si le client croit à ça. Et c'est ça, moi, qui a vraiment piqué ma curiosité, parce qu'on avait des athées qui avaient un hypnothérapeute qui ne croyait pas à ces choses-là, et ça commençait à se passer. Et c'est là que tu commences à te dire, bon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et que là, quand on commence à faire des recherches, parfois sur certains trucs historiques, qu'on trouve des preuves ou des choses qui soutiennent ces choses-là, ça devient intéressant. Hein? Donc, c'est un petit peu comme ça que la régression aux vies antérieures a été découverte en hypnose d'une certaine façon, même si il n'appelait pas ça de l'hypnose dans le temps, mais en Égypte et tout ça, il faisait des processus qui amenaient les personnes dans des états modifiés de conscience et qui leur faisaient faire des voyages intérieurs. Donc, c'est pas, même on voit même ça dans les tribus parfois autochtones d'une certaine façon, hein, qui font ou dans le chamanisme. C'est comme si chaque tradition a un petit peu sa façon d'accéder à ça. Et je pense qu'en Occident, on est rendu par l'intermédiaire de cet outil-là, à explorer ce champ-là de qui on est davantage que ce qu'on pense, en fait. Alors, est-ce qu'il y a eu des expériences de fait probantes avec des preuves assez troublantes, justement, lors d'une régression sous hypnose? Écoutez, un cas qui me vient en tête, j'avais un client, c'est drôle parce que lui, il était très nerveux. Au début de la session, il dit, moi, j'ai pas peur de ce que je vais accéder. Il dit, j'ai peur que ça fonctionne pas. Moi, je dis à la personne, j'ai dit, faites-en pas. Je dis, presque 90% des gens pensent ça parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience, donc ils peuvent pas trop imaginer c'est quoi pour eux autres. Donc, on se rend compte, et la personne, très réceptive, un très bon sujet, puis il m'avait même demandé auparavant, peut-être pas à poser des questions plus spécifiques, il y avait vraiment un petit esprit recherche ou scientifique pour explorer davantage, donc j'ai dit, c'est parfait. Donc, il rentre dans l'expérience, et là, il se retrouve à un moment dans un petit village en France, sur le bord de la Bretagne, qui s'appelait Chaplain-Glin. Et puis là, il se rappelait de ses 5 enfants, sa femme, puis à chaque fois qu'il en parlait, il partait à pleurer. C'est comme si tu voyais vraiment qu'il se rappelait, et que là, il commence à décrire ce qu'il faisait. Il construisait des seaux, puis décrire comment ça fonctionne, construire un baril, tu sais. Et donc là, tu dis, bon, personne sait vraiment c'est quoi, puis lui, il décrivait ça. Et donc, il y avait plein d'informations, des dates, des choses comme ça. Et que là, par la suite, nous autres, on va voir sur Google, on cherche, ça existe dans un premier temps. Puis là, on trouve une place qui s'appelle Chapelle-Glin, qui a genre 1000 habitants, très, très vieux. Puis là, je regardais des photos. Puis là, il y a vu une photo d'une vieille église, une vraie vieille photo. Ça, c'est super familier. Donc là, ça, c'est intéressant. Là, on fait une autre session, et là, il se retrouve au niveau amérindien. Et là, je lui pose la question, je sais quoi le nom de ta tribu? Il dit Swampy Cree. Bon, je savais pas c'est quoi. Puis par la suite, j'ai demandé, il n'y avait aucune idée c'est quoi. Et puis il dit, mais nos tipis sont pas en forme triangulaire, c'est plus vraiment des sortes de dômes, des petits dômes. Et là, donc on finit la session, encore une fois bien curieux, on s'en va sur Google, on cherche Swampy Cree, ça existe, on était là, wow. Et là, on voit que leur tipi, c'est fait en forme de dôme. OK? Ah ouais? Donc, il y a des choses comme ça que tu te dis, bon, c'est pas des preuves
sais, parce qu'à quelque part, si on prend le concept de l'inconscient collectif, le chant, peut-être qu'il aurait capté quelque chose de quelqu'un d'autre. C'est pas une preuve, mais selon moi, c'est quelque chose qui se passe de là, hors de l'ordinaire et qu'on doit explorer. Hein? Parce que moi, je vous dirais que au-delà, moi, c'est pas vraiment l'aspect historique qui est intéressant. C'est comme si on peut avoir deux perspectives par rapport à ça. On peut se dire, c'est vrai, c'est des vraies mémoires. Puis moi, j'ai plus une perspective aujourd'hui de en quoi c'est utile. Oui. Parce que c'est ça, parce qu'il y a une raison pour laquelle la personne vit l'expérience qu'elle vit et ça peut l'aider à comprendre certaines choses ou libérer certaines choses. Ah oui. Et à la limite, même si c'était une métaphore créée par la conscience supérieure pour aider à guérir, c'est OK. Le processus n'en est pas moins sacré pour ça. Donc c'est vraiment, donc si on peut vérifier des trucs historiques, tant mieux, mais moi c'est vraiment l'aspect thérapeutique qui m'intéresse. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Jean-Charles Chabot et nous parlons d'hypnose. Alors nous avions fait une émission avec Daniel Meroy justement sur la réincarnation et Pascal Lafargue en France, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je connais pas Pascal, je connais Daniel. Daniel, oui, voilà. Oui. Et on avait fait une émission avec Pascal Lafargue sur l'entre-deux-vie. Qu'est-ce qui se passait entre deux incarnations, hein? Oui. Et finalement, est-ce qu'on peut avoir accès justement à ces informations et arriver à savoir ce qui se passe exactement entre deux incarnations? Ben, écoutez, c'est ce qui semblerait être le cas. Ah bon? Tant mieux, ça me rassure. C'est intéressant parce que c'est drôle parce que justement, Daniel, je discutais avec lui justement sur ce sujet-là pour comparer entre ce que lui sait, hein, parce que pour ceux qui connaissent pas Daniel, je pense au niveau de la spiritualité, il est très connu, mais c'est vraiment une des sommités, je dirais même au niveau mondial, qui est le mieux placé pour parler de ce sujet-là, parce qu'il y va en astral dans des corporations. Donc c'est pour ça que moi je suis... Anne Givaudan aussi d'ailleurs, que nous avions reçu ici. Ah, vous avez, oui, aussi Anne. Et donc c'est ça, donc j'ai discuté avec Daniel, et effectivement, il y a certaines des expériences sous hypnose, et ça a été découvert, puis c'est intéressant de le mentionner brièvement parce que si on reprend le Dr Newton, que j'ai parlé tantôt, qui était l'hypnothérapeute très conventionnel, qui a commencé à avoir des expériences, lui, c'était vraiment un chercheur dans l'âme. Et quand la personne allait dans des vies antérieures, à un moment donné, il s'est commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe si on les tue? Dans la vie antérieure. Fait que là, il dit, bon, parfait, dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 5, au compte de 5, à la toute dernière respiration, tout dernier battement de cœur dans cette vie-là avec le 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que les gens ont commencé à rapporter des expériences de sortir de leur corps. En fait, des expériences qui sont très similaires à ce qu'on appelle les expériences de mort provisoire. Ah oui. Comme les appelle le docteur Charbonnier. Tout à fait, oui. On appelle ça plus d'expériences de mort imminente, mais provisoire, c'est plus adapté. Et donc des expériences de connexion avec des êtres chers, des êtres chers décédés parfois, des êtres de lumière, et connectés aussi à des expériences de l'autre côté, comme les retrouvailles avec le groupe d'âmes, par exemple. Hein, le concept du groupe d'âmes que, grosso modo, ceux qui sont pas trop au courant, c'est comme un certain nombre d'âmes avec lesquelles on a tendance de se réincarner de vie en vie et qu'on échange des rôles parfois et qu'on va s'entraider pour évoluer. Et donc, cette expérience-là, aussi une expérience très intéressante, c'est de reconnecter avec un moment, en fait, qu'on appelle la revue de vie. Parce que le but des vies passées, des vies, je veux dire, c'est de s'améliorer. Et qu'il y a aussi un contrat d'âme. Et c'est là que je suis super content de collaborer avec Daniel sur ça, parce qu'en fait, il a accepté d'être notre expert conseil par rapport à un séminaire qu'on bâtit pour aider justement à se connecter avec leur contrat d'âme. Et que de l'autre côté, en fait, en hypnose, on peut reconnecter à ça. Donc, si on a l'existence d'un contrat d'âme avant l'incarnation, c'est logique qu'après l'incarnation, on prenne un temps pour réfléchir
à faire un genre de débriefing sur l'incarnation qu'on a eue. Est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on voulait atteindre? Est-ce qu'on est fier de nous? Est-ce qu'on est satisfait? Donc, il y a cette partie-là. Fait que ça, je dirais personnellement que c'est parmi les choses les plus intéressantes, pas les plus intéressantes, mais qui sont utiles à aller chercher pour l'individu des informations sur son contrat d'âme, les liens karmiques avec les personnes qui l'entourent pour connecter davantage à qui il est vraiment, puis faire en sorte de vraiment accomplir cette vie de façon à être fier de lui, en fait. Tout à fait. Alors justement, il y a eu des choses très très étonnantes. Je pense à Pascal Lafargue qui reçoit des informations. C'est pas vraiment de l'hypnose, mais elle reçoit des informations et elle note toutes les informations concernant le consultant ou la personne qui est devant elle. Et après, ils partent faire des enquêtes. Et alors, ils reviennent avec des preuves. Elle est toujours surprise d'elle-même. Des résultats qu'ils obtiennent, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez eu le cas chez vous, au Québec, par exemple, de ce genre d'enquête ou d'informations ramenées sous hypnose, hein, ça peut être sous hypnose ou autrement. Est-ce qu'il y a eu des cas flagrants où on a enquêté après et puis on ne peut pas dire que ce soit autre chose que la réincarnation? Écoutez, au Québec, je ne suis pas au courant qu'il y en ait qui aient fait ça. Moi, je ne serais pas fermé à l'idée, si jamais il y a des personnes au niveau de la télé qui écoutent, d'explorer cette dimension-là, même si en même temps, c'est plus un côté thérapeutique, mais je comprends que pour aider à convaincre les sceptiques, les preuves, ça peut être utile. Alors, ça, je comprends ça. Mais non, pour répondre à votre question, vraiment au niveau du Québec, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à ça, puis je pense même sur YouTube, on peut même trouver différents auteurs qui font des choses et je me rappelle même, il y en a une en Europe, c'est pas en France, mais qui a passé à la télé, très populaire. Je pense que si on recherche le moindrement, on les trouve, ces preuves-là. Quand c'est des choses qui sortent et qui c'est pas dans la culture générale, c'est vraiment des petits trucs qui s'est passé dans un petit village à quelque part que personne ne sait et que ça fait très longtemps et que là qu'on retrouve dans des archives des choses, ben là tu dis c'était soit dans l'inconscient collectif ou c'était soit vraiment la vie passée de l'autre, mais d'un côté ou de l'autre, il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'on ne peut plus nier, comme le dit Mario, le paradigme matérialiste est en train de voler en éclats. On est rendu là, faut s'ouvrir les yeux. Un vrai scientifique dans l'âme, quand tu rentres en contact avec des informations de ce type-là, le but, c'est de ne pas commencer à trouver tous les arguments possibles pour prouver que c'est pas vrai, mais c'est d'explorer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment que ça fonctionne? Et de s'ouvrir. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus de scientifiques qui sont ouverts à ces choses-là. C'est vrai qu'il n'y a pas plus sourd qu'une personne qui ne veut pas entendre, hein? Ben non, c'est ça. On dit souvent... pour ceux qui croient, il n'y a pas de preuve nécessaire. Pour ceux qui ne croient pas, il n'y a aucune preuve qui est suffisante. À quelque part, je pense qu'il faut sortir de là et de vraiment... Parce que, des fois, nous autres, ça peut nous sembler normal de dire, ben là, il faut explorer ça, tout ça, mais c'est très difficile pour certaines personnes qui ont cru dans quelque chose toute leur vie de changer de paradigme. Parce qu'à quelque part, c'est comme si c'est d'admettre qu'il y avait tort à un certain niveau. On peut se tromper. Ben oui, c'est ça, on peut se tromper. C'est là qu'on voit vraiment ceux qui ont vraiment une vraie attitude, puis une maturité intérieure, émotionnelle, de dire, bon, ben, OK, je pensais ça, puis là, ben, je viens en contact avec ces informations-là, et j'explore ça, c'est de pas s'attacher au passé quand on rentre en contact, surtout qu'au niveau scientifique, au niveau, je dirais, de tout ce qui est paranormal, hein, si on veut, pour, par exemple, Dean Radin, aux États-Unis, écoute, les recherches qu'ils font, William Broad, tous ces gens-là, qu'avec les instruments qu'on a aujourd'hui du neurofeedback et même au niveau technologique de façon générale, il y a plein de choses qui mesurent des expériences de télépathie, des expériences d'influence à distance. On ne peut plus nier, là. C'est comme si il se passe quelque chose et c'est important de s'ouvrir les yeux et d'explorer, je dirais, aujourd'hui, là. Et concernant la réincarnation, ça nous renvoie aux recherches du professeur Stevenson en son temps, qui est quand même revenu quand même avec des histoires très intéressantes. Ah ben oui. Puis c'est ça que moi je trouve particulièrement fascinant. Et ce qui est intéressant aussi avec le docteur Stevenson, bon, il a fait plusieurs trucs, mais c'est son étude avec les enfants. Hein? Ah oui. Parce que
parce que c'est même pas sous hypnose, hein. C'est comme si les enfants naturellement rapportent des mémoires, puis là, ben lui s'est mis à aller interviewer des enfants. Je sais pas si je vous raconte un cas. Allez-y. Moi, c'est un cas que je trouve hallucinant, je le raconte dans toutes mes conférences. C'est le cas de James Laniger que vous pouvez trouver sur YouTube et qui en fait, lui, bon, quand il avait 4-5 ans, il savait plein de choses intuitivement sur les avions. Hein? Puis, tu sais, il pouvait même dire, par exemple, ben ça, puis même c'est des parties d'avions. Il pouvait dire ça, c'est un drop bomber. Il pouvait dire ça, c'est un Corsair, c'est telle sorte d'avion, tout ça. Puis là, ses parents disaient, bon, c'est un petit peu bizarre, des parents très catholiques, hein, ne croyaient pas à l'incarnation, rien de ça. Puis là, graduellement, le petit James, avant de s'endormir, il commençait à délirer le soir. Il commençait à dire, on se fait attaquer. Puis là, ses parents, qu'est-ce qui se passe? Ben là, mon avion vient de se faire attaquer, je viens de recevoir un missile sur le nez de mon avion, t'es en train de tomber. Puis là, il rapporte des informations comme ça. Et là, à chaque soir, ça se passait. Et là, son père, puis sa mère, sachant pas trop ce qui se passe, commençait à poser des questions. Et son père prenait en note les réponses. C'est quoi le nom de ton porte-avions? C'est le NATO Mobile. C'est quoi le nom de ton copilote? Bernie, je dis ça comme ça, je me rappelle pas c'est quoi. Il posait plein de questions comme ça. Et qu'après ça, son père est allé voir un archiviste et tout a été vérifié. Mais ce qui est vraiment fascinant dans le cas de James, c'est que dans cette vie passée-là, il y avait une petite sœur qui avait 5 ans et qui aujourd'hui, ou au moment que c'est arrivé, avait 80 ans. Donc, elle n'était pas morte. Et donc ça, ils sont retournés là, ils ont retrouvé là où il habitait, ils ont retrouvé la sœur. Et là, James était en avant de sa maison. Il disait, quand j'allais à l'école, je passais par là, je faisais ça. Il disait plein d'informations que sa sœur était surprise. Même à un moment donné, sa sœur lui donne une peinture que leur mère avait fait. Et le petit James dit, où elle est la deuxième peinture que maman avait fait? Et là, sa sœur a dit, mais personne ne savait que maman avait fait 2 peintures. Donc, ils sont même allés voir des ex-collègues à ce moment-là dans l'aviation que autres avaient survécu. Ils se rappelaient de leur nom et leur disaient des choses. Donc, on comprend, à ce moment-là, il faut être assez fermé pour ne pas être au moins ouvert à ce qu'il y ait quelque chose d'hors de l'ordinaire qui se passe. T'sais? Donc, pour moi, c'est vraiment des cas. Puis ça, c'est un cas, mais il y en a plusieurs. Donc, quand on commence à explorer ça, puis il y en a qui ont des marques de naissance, des taches de naissance, qui sont reliées à la façon qu'ils sont morts et tout ça, il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis pas gêné d'affirmer publiquement que ceux qui ne croient pas, qui sont très fermés à ça, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas lu. Je veux dire, quand on lit sur le domaine, à tout le moins, on va être ouvert. T'sais. Sinon, c'est de la mauvaise foi. À un moment donné, il faut dire, bon, ben, comment t'expliques ça? C'est sûr, il y a peut-être des gens qui ont peur aussi. Qui ont peur? Oui, qui ont peur. Mais j'ai rencontré des gens qui avaient peur qu'il n'y ait rien après la mort et qui ont peur aussi qu'il y ait quelque chose. Donc, il y a quand même des gens qui sont assez perturbés parce qu'on est dans un enfermement ici et on a perdu tout repère et ils vivent comme ça à l'instant présent sans se préoccuper de ce qu'ils vont devenir. Ou tout au moins, ils font la politique de l'autruche, hein, ils mettent la tête dans le sac. Oui, ben à ce sujet-là, moi je dirais que si la personne a peur, ben c'est peut-être qu'elle a peur en fait, peut-être qu'elle a fait des choses qu'elle n'est pas fière ou elle a peur qu'elle paierait peut-être pour ses actions d'une certaine façon, parce que je pense que moi, je vois pas d'autre sorte. Il peut avoir la peur de l'inconnu, mais bon, ça c'est pas de l'autre côté. Si on sait qu'on est dans l'amour, tout ça, ça va. Mais je dirais qu'à ce niveau-là, puis ça peut rassurer certaines personnes. C'est tout ce qui est le truc de l'enfer par rapport à la vision catholique, tout ça. Il n'y a rien de ça. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun endroit qu'on est pris indéfiniment à souffrir. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Et que s'il y a des personnes qui se sentent coupables par rapport à certaines choses qu'ils ont fait dans leur vie, ben qu'ils sachent que, quand on parlait tantôt de la revue de vie, qu'on regarde la vie qu'on a vécue, et ça se fait parfois avec des aides de lumière plus évoluées, hein, qui nous posent des questions, et qu'il n'y a jamais de jugement. Le seul jugement, c'est nous envers soi. C'est comme s'il n'y a pas le concept de punition de l'autre côté. Donc, s'il y en a qui écoutent cette émission-là puis qui ont des peurs d'être punis, ça ne fonctionne pas. Si on parle du karma, c'est pas une loi de punition, c'est un mécanisme qui permet de vivre à quelque part d'une certaine façon, d'évoluer en expérimentant l'effet de nos actions d'une certaine façon. C'est ce que nous disent tous les expérimentateurs de NDE
et ils nous disent qu'il n'y a pas de jugement, c'est plutôt une évaluation un petit peu comme quand on est à l'école en fin d'année. Avant l'examen, on voit ce qu'on a fait de bien ou ce qu'on a fait de moins bien. Oui, exactement, exactement. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Puis c'est quoi qu'on va travailler davantage la prochaine fois? Donc, c'est un petit peu, c'est vraiment dans cette perspective-là. C'est pas dans une perspective de jugement ou de punition. C'est vraiment pas l'objectif. Mais personne n'est parfait ici, hein, de toute façon. Mais non, sinon on serait pas ici. Exactement. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'hypnose traditionnelle et l'hypnose ericksonienne? Ben, écoutez, ça, c'est vraiment un autre champ, hein, l'hypnose ericksonienne et l'hypnose, parce que si on compare avec l'hypnose classique, de façon générale, l'hypnose classique va être comme plus directe, hein, tandis que l'hypnose ericksonienne, elle est connue davantage pour son aspect technique indirect de communication avec l'inconscient, d'utilisation de métaphores, de faire en sorte. C'est une autre façon, en fait, de faire de l'hypnose qui est différente de la méthode classique, qui est plus perçue comme étant autoritaire, si on peut dire, malgré que Erickson il utilisait toutes les approches, hein, parce que mais c'est plus ça, je dirais, les différences de façon générale par rapport à ça. C'est vraiment la façon de créer le lien, les interventions, les principes en arrière de ça, qui va être plus l'éricksonien va être plus dans la subtilité, les techniques de langage, les façons d'utiliser le langage pour amener l'individu à connecter avec certaines ressources ou même communiquer avec l'inconscient, parce que l'hypnose classique va être vraiment plus direct dans les suggestions, en fait. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Jean-Charles Chabot et nous parlons d'hypnose. Est-ce que ça fonctionne bien, l'hypnose, pour soigner les gens, je veux dire, de différentes pathologies? Est-ce qu'on a des résultats probants? Ben, il y a beaucoup de résultats par rapport à l'hypnose médicale, et ça, c'est quelque chose vraiment que moi, je veux explorer parce que c'est intéressant. J'ai commencé à faire quelques cas. Par exemple, si on ne prend que pour, par exemple, les opérations, hein, ceux qui ont des opérations, l'hypnose peut être très utile pour se préparer avant, même avec un MP3 ou quelque chose, et si le chirurgien est d'accord, évidemment, et après, pour faciliter la guérison, hein, parce que l'hypnose, à quelque part, le but, même si on peut utiliser cet état-là pour communiquer avec le système immunitaire, même l'inconscient de l'individu, les systèmes qui régulent les systèmes immunitaires et tout ça, même si on peut communiquer avec ça, quand on fait du travail avec la personne pour vraiment cultiver, développer l'état intérieur, c'est de confiance en la vie, l'état que ce défi-là est là pour l'aider à grandir, qu'elle est en sécurité, que tout va bien aller, et qu'on sait que le lien corps-esprit est très clair. Hein? Si on est dans un état positif, tout notre corps, toute notre chimie interne change que si on est dans un état de stress. Donc, c'est pour ça que l'hypnose peut être vraiment utilisée de plusieurs façons pour aider les gens au niveau à guérir ou à les supporter dans leur processus de guérison. Ça ne veut pas dire de ne pas utiliser les approches conventionnelles ou utiliser les médicaments, tout ça, c'est les demandes, ça, c'est très important. C'est un support, et c'est un support qui est, je dirais, beaucoup plus puissant que la majorité des gens le croient, en fait. C'est un complément, finalement. C'est un complément, et un complément très important. Très important. Moi, j'ai même ceux qui veulent améliorer la santé, là, on est en train de développer des collaborations avec des naturopathes, par exemple, des personnes, parce que c'est la même chose au niveau de la santé. Même si tu manges super bien, tu prends des suppléments, tu prends tout. Si dans ta vie, tu es toujours dans la culpabilité ou la colère, ou tu n'es pas bien, tu es dans le stress, tu n'as pas d'estime de soi, ben ton corps n'est pas dans un état optimal. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment... L'intérêt, c'est de vraiment trouver une sorte d'équilibre intérieur, de bien-être avec qui on est, dans ce qu'on est, et de vivre avec une sorte de liberté intérieure, de confiance en la vie. Et quand on développe cet état-là, ben ça change tout. Parce qu'on n'est plus dans une perspective de protection, le genre de la vie est là pour m'avoir, puis c'est difficile la vie et qu'il faut se protéger, mais on est plus dans une perspective d'ouverture, et c'est dans cet état-là, ben, qu'on est plus dans une perspective de croissance, de régénération, de guérison.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter sur l'hypnose? De façon générale, ça, on a parlé peut-être au niveau développemental, ça, on n'en a pas parlé. Ouais, Oui, ça, c'est quelque chose. Oui. Parce que souvent, les gens vont penser à l'hypnose, les choses les plus communes, là, en fait, c'est l'arrêt de tabac, perte de poids ou les peurs extrêmes ou des choses comme ça. C'est souvent ce que les gens savent, mais ou se ronger les ongles, les mauvaises habitudes. Oui, oui. Mais en fait, ça peut être aussi utilisé au niveau développemental, ce qu'on appelle en anglais le peak performance. Oui, Hein, oui. y a-t-il une traduction pour ça en français? La performance. La performance, non, on dit la performance. Donc, tu sais, des personnes, par exemple, qui ont la difficulté à parler en public. Oui, oui, oui. Ou qu'on veut développer un état optimal dans une situation X, que ce soit en affaires, que ce soit dans... Les personnes qui sont un peu introverties. Oui, pour les personnes qui sont un peu introverties ou insécures par rapport à quelque chose et qu'il y a quelque chose qui aimerait se sentir bien à faire, que ce soit un meeting, que ce soit n'importe quoi, que ce soit dans le sport, en musique. Il y a vraiment plusieurs endroits ou sphères de vie, si on peut dire, que l'hypnose peut être utile pour quelqu'un qui veut vraiment apprendre à être bien dans une certaine tâche et offrir le maximum de qui il est. Donc ça, je dirais, c'est quelque chose que les gens ne savent pas nécessairement tant que ça, que cette possibilité-là. Est-ce que vous donnez des conférences? Est-ce que vous réalisez des ateliers de sensibilisation? Oui, c'est ça. Justement, là, on va partir pour une tournée de conférences en Europe qui commence à Rennes. Et ceux qui sont intéressés, vous pourrez visiter le site web. On donnera l'adresse à la fin de l'émission. Ouais. Mais donc, oui, je donne les conférences. La conférence actuelle que je donne, c'est sur l'entrevie. Hein, donc, c'est justement le thème de l'hypnose, une voie vers l'au-delà avec un point d'interrogation. Ouais. Savoir, est-ce que l'hypnose peut vraiment aider à connecter avec des éléments de l'autre côté? Si oui, qu'est-ce qu'on trouve? À quoi c'est utile de faire ce travail-là? C'est quoi la science ou les supports en arrière de ça? Donc, c'est une conférence, mais qui est aussi expérientielle. On fait une expérience de connexion avec un guide spirituel dans la deuxième partie. Ça, c'est très intéressant. Et donc, il y a ça pour les conférences. Et au niveau du séminaire, atelier, je vais donner un atelier parce que je vais donner une conférence conjointe avec le docteur Charbonnier à Marseille le 14 juin. Voilà. Je suis très content d'avoir l'opportunité de faire cette conférence conjointe avec le docteur Charbonnier. Je pense, en France, il ne doit pas avoir grand monde qui ne le connaissent pas, mais ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un être superbe, là, vraiment que j'aime. C'est on travaille toujours ensemble, on a fait au moins une dizaine d'émissions ensemble. Et... Ah oui, c'est on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Et je dirais aussi, ce qui s'en vient, puis j'ai commencé à parler un petit peu tantôt, c'est notre séminaire sur le contrat d'âme qu'on est en train de construire, et comme je disais avec Daniel qui a généreusement accepté de nous guider un petit peu là-dedans, et qu'on a filmé une entrevue de 2h30 qui va être disponible aux gens. Donc, le but, c'est vraiment de faire quelque chose de très étoffé, très complet, et c'est un format qui n'existe pas. C'est même un accompagnement sur 6 mois avec des conférences en ligne, donc bref, j'en parlerai pas plus, mais ceux qui sont intéressés, les détails sont sur notre site. Et en fait, juste un petit mot, pour parler des guides spirituels, on a oublié. Finalement, donc, par l'hypnose, vous avez accès justement aux guides spirituels. Vous arrivez à recevoir des messages. Oui, exactement. Et comment ça se passe? Écoutez, c'est comme si la façon traditionnelle que ça se passe, ou que ça a même été découvert, si on peut dire, c'est quand la personne, Michael Newton, par exemple, faisait une régression vie antérieure, l'amenait à la mort, et après la mort, les personnes rapportaient rencontrer des êtres chers décédés, groupes d'âmes, mais aussi des guides spirituels, et qu'il y avait des interactions, et comme c'est de l'autre côté, en fait, il n'y a pas de temps. Oui. Et quand on connecte avec les guides, c'est comme en temps réel, en fait, c'est pas nécessairement se rappeler d'une information comme une vie passée, et que là, ça devient très intéressant parce que on peut poser des questions, et je dirais ce qui est le plus merveilleux et même touchant pour soi en tant qu'hypnologue ou de facilitateur de cette expérience-là, c'est quand les gens ressentent l'amour inconditionnel de ces êtres-là, ou ce qui dégage et la sagesse des informations qui sont transmises, et même des processus parfois de libération qui sont effectués. Il y a vraiment des choses hallucinantes. On est en train de préparer un livre qu'on va parler de ces choses-là, et qui va être vraiment quelque chose aussi qui n'existe pas en ce moment sous un format intéressant. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais ça va être vraiment rapporter ces types d'expériences-là, qu'est-ce qui est possible. Et je pense que, honnêtement, en toute humilité, ce type de travail-là
va devenir de plus en plus populaire dans les années à venir parce que je pense qu'on est rendu là. D'intégrer dans les approches thérapeutiques, pas seulement en hypnose, mais que ce soit en acupuncture, en masso, la dimension globale de l'être humain en tant qu'âme. Pas juste le petit moi qui est incarné sur Terre, mais le plus grand, le moi supérieur, la dimension supérieure qui fait en sorte, et les êtres de lumière qui nous accompagnent, d'avoir cette connexion-là avec l'au-delà pour se rappeler à quelque part de qui on est vraiment. Tu sais, vous avez sans doute entendu Oui, tout à fait. l'adage, on n'est pas des êtres humains qui ont une expérience spirituelle, mais un être spirituel qui a une expérience humaine. Tout à fait. Ben, c'est un petit peu le but de l'hypnose dans une perspective spirituelle, c'est de reconnecter avec cette dimension-là. Vous avez d'autres projets? Ah, ben ça, il y en a beaucoup. Hein. Je suis en train de... Ça, c'est un petit peu un scoop. Il n'y a pas personne qui sait ça ou très peu. Je suis en train de préparer un vlog qui va sortir dans les prochains jours. Un vlog, pour ceux qui ne savent pas, c'est un vidéoblog où que je vais parler de moi, mais pas seulement en tant que hypnologue professionnel. Oui, je vais parler de l'hypnose, mais aussi au niveau personnel, les réflexions, des choses que j'ai apprises. Donc, il va y avoir des partages d'enseignements, d'informations. Il va y avoir... Je rapporte ce que je fais dans mes voyages, les formations. Il va y avoir aussi des entrevues que je vais faire avec certaines personnes. Donc, il va vraiment avoir une dimension beaucoup plus large et que ça va sortir bientôt. Donc, ceux qui sont intéressés à suivre l'aventure, ben ça va être quelque chose que je vais vous inviter. Puis, on va en parler sur le site web. Donc, ça, c'est un autre projet. Je peux pas passer sous silence, évidemment, la recherche avec Mario Beauregard. Ça, est-ce que j'ai une couple de minutes? Allez-y. Bon. En fait, c'est juste très rapidement. En fait, Mario a accepté de collaborer ensemble pour effectuer de la recherche sur qu'est-ce qui se passe au niveau des ondes cérébrales quand les gens ont ces états, cette expérience d'hypnose spirituelle. Quand ils connectent avec des guides, quand ils sont de l'autre côté, est-ce qu'il y a un état spécifique? Est-ce qu'on a fait un petit pilote, on a exploré, il semble y avoir de quoi d'intéressant, donc on va explorer ça. Mais ça va vraiment aider les gens à comprendre que c'est pas juste une personne qui a les yeux fermés qui raconte ce qui passe par la tête, qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe et qui vaut la peine d'être exploré davantage. Donc, on est extrêmement reconnaissant à Mario et sa compagne, Joanne Lévesque, qui est une neuropsychologue incroyable. C'est des personnes de cœur vraiment que j'encourage vraiment à explorer davantage et je me sens vraiment très privilégié de collaborer avec eux autres. Vous avez un message adressé aux auditeurs? Ben, écoutez, je peux vous partager ce que j'ai appris, en fait, à faire ce travail-là, parce que quand on fait ce travail-là, vous savez, c'est comme si, dans la vie quotidienne, on a des croyances, on a des pensées, puis ça affecte pas nécessairement tout le temps nos actions. Hein? C'est comme si on croit certaines choses, mais on peut croire à la réincarnation, mais que ça change pas grand-chose dans notre vie. Hein? Et aussi, ben moi, à faire ce travail-là, c'est comme si ce qui devenait des croyances devient à quelque part des certitudes, une connaissance ou un savoir ou une réalité. Et par exemple, le fait qu'il va venir un moment, tu sais, qu'on a un contre d'âme, on est ici pour apprendre, il va venir un moment après notre mort, qu'on va regarder notre vie, qu'on va l'examiner, qu'on va se questionner, est-ce qu'on est fier de nous, c'est quoi qu'on est content d'avoir fait, c'est quoi qu'on n'est pas content, qu'on aimerait améliorer. Et quand on réalise que ce moment-là va venir, dans nos moments quotidiens, dans nos décisions qu'on prend au quotidien, des fois, ça peut être intéressant de se poser la question, quand je vais être de l'autre côté et je vais me regarder en train de prendre cette décision-là, c'est quelle décision que je vais être fier de moi d'avoir prise? Et ça donne un point de vue très intéressant que parfois tu dis, ça, si je prends cette décision-là, ça va être pour l'argent ou pour l'ego, ça va être ça, mais si je me dis non, si je fais telle décision, vraiment dans mon cœur, je vais être fier de moi d'avoir pris cette décision-là. Et ça peut être aussi même, au-delà du niveau décisionnel, de dire, qu'est-ce qui serait important pour moi d'oser faire, ou peut-être oser dire, ou même oser être, pour que je sois fier de moi. Ça peut être même certaines caractéristiques, que ce soit l'impatience ou certaines qualités, parce que le contre-d'âme, souvent les gens savent pas vraiment, mais ça j'en parle dans mes conférences, on n'est pas juste venu faire des choses ici, mais on est venu être certaines choses. C'est sûr. Donc c'est de poser cette question-là, puis d'avoir, puis Daniel en parle dans son livre Advaita, qui est un excellent livre pour ceux qui sont vraiment sincères à propos du développement personnel, de faire en sorte d'être lucide sur soi. C'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, mes choses à améliorer, et de faire le point sur son expérience, où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je veux, de pas attendre à ce que ce soit fini pour commencer à se poser des questions. Donc c'est ça que le message que j'aimerais offrir aux gens.
Alors, vous allez nous rappeler l'adresse de votre site internet. Oui, donc c'est institut-iihs.com, donc INSTUTUT-IIHS pour Institut international d'hypnose spirituelle.com. D'ailleurs, notre site le plus récent, que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, on est très content de cette nouvelle plateforme qui va vraiment... on a rentré dans la formation en ligne. Il y a vraiment plein de choses. Ceux qui sont intéressés à suivre la formation, je vais aussi donner de la formation en France, dans le sud de la France, autant à Paris et autant en Belgique, en Suisse. Donc, on donne la formation sur l'hypnose spirituelle de régression. Et ce qui est vraiment nouveau, qui sort là, dès mars, là, avec notre première cohorte, c'est vraiment la dimension d'apprentissage en ligne. Donc, c'est comme si j'ai filmé sur vidéo le maximum de théorie pour que les gens écoutent ça avant la formation. Puis après ça, on y va ensemble, puis on pratique, puis on développe. Fait que s'il y a des thérapeutes parmi les auditeurs, vous regarderez ça, ça pourrait être intéressant. Jean-Charles Chabot, merci d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir et à très bientôt sur cette antenne. Merci beaucoup, ça m'a fait grand plaisir. Fréquence Évasion.